un succès de la gauche. En réalité, le succès a été le succès de la confusion à l'occasion des élections, à l'occasion de ce suffrage pour la présidence de l'Assemblée nationale. La France aujourd'hui est un pays en état de confusion politique et les Italiens sont forcés de s'en rendre compte. Juan Rosé, un communiste au perchoir, ça aurait fait un scoop? Ça aurait fait un scoop, hein. Forcément. Après la campagne à laquelle on a assisté, où on a établi un lien direct entre l'extrême droite et l'extrême gauche, où on a dit ni l'extrême droite et l'extrême gauche, voire effectivement un communiste au perchoir, ça aurait été effectivement un scoop et une surprise, et pas uniquement qu'en France, même dans un pays comme l'Espagne, où l'extrême gauche est au gouvernement de coalition avec les socialistes au perchoir. C'est un socialiste, ce n'est pas du tout un communiste. Mais en fait, comme disait Alberto, c'est cette confusion qui règne aujourd'hui en France et qui part du fait effectivement de cette dissolution maladroite du président, et surtout du fait que les Français ont vraiment montré qu'ils étaient fâchés avec la classe politique, parce que le résultat, en fin de compte, c'est ça, c'est une façon de montrer qu'ils sont fâchés. Mais au-delà de tout ça, le marchandage dont vous avez parlé tout à l'heure continue, parce qu'on l'a vu à la tête des différentes commissions, on le voit à la tête de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, etc., etc., etc. Et je suis pas convaincu que ce marchandage dont on a parlé au début soit quelque chose de bien pour l'engagement des Français dans les semaines et dans les mois à venir. Eh ben, on va en reparler d'ailleurs juste après. Simplement le temps d'évoquer encore un tout petit peu la gauche avec vous, Frédéric. Depuis, elle a remporté la majorité absolue au bureau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça change quand même un peu la donne par rapport aux unes qu'on a vues le lendemain de l'élection au perchoir. Oui, c'est sûr, mais enfin, comme l'a dit Yael Braun-Pivet, qui a été réélu, donc, vous le disiez, c'est sûr que ne pas avoir d'élu de Rassemblement national, c'est un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, puisque c'est quand même une des forces majeures. Et donc, pas avoir de représentation à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui va dysfonctionner et qui pourrait donner des phénomènes des réactions assez vives, type gilets jaunes ou d'autres réactions au niveau de la société française. Surtout sur Proventet, ça va approfondir le fossé entre la société réelle et les institutions. Parce que si la société réelle vote à un tiers pour un parti, et ce parti n'a aucune représentativité, pas au Parlement, parce qu'il est là, mais dans les organismes qui gèrent le Parlement, ce n'est pas la défaite de ce parti, c'est la défaite des institutions démocratiques françaises, qui ne sont pas en mesure d'exprimer ce qui est la société réelle, ce qui sont les opinions, peut-être aussi les pulsions de la société réelle. Mais le clivage société réelle, institution devient plus profond. Et vous n'êtes pas les seuls à le penser. Regardez, aux États-Unis, le site internet de CNN titre « Le parti de Macron remporte le poste de président du Parlement malgré la réprobation des électeurs ». En Allemagne, Zeit Online estime qu'il est clair que Braun-Pivet a très ouvertement acheté son poste à grand renfort de marchandage. On va le voir s'afficher. Le Devoir au Québec, qui évoque une république à géométrie variable, vous le disiez Frédéric. C'est ce RN qui n'obtient strictement rien parmi les postes clés du Palais Bourbon, alors qu'il occupe près d'un quart de l'hémicycle. Et puis en face, les LR, qui sont la plus petite représentation parlementaire et qui obtiennent beaucoup plus de postes clés que la règle de 3 ne le suggère. Ça, c'est l'exception française ou ça peut se produire chez vous, par exemple? Ça se produit chez nous. Ça se produit. Ce n'est pas une exception française. Je vous dirais que sur les 23 commissions qui existent au Cortés, à l'Assemblée nationale espagnole, 19 sont en main du Parti socialiste, des communistes radicaux et des alliés du Parti socialiste. 19 sur 23, donc vous voyez. Et sur ce qu'on appelle l'équivalent du bureau de l'Assemblée et même la questure, l'extrême droite espagnole, qui reste quand même la troisième force politique, elle n'est pas représentée parce qu'on a établi aussi un cordon sanitaire. Donc vous voyez, c'est pas du tout une exception. Et les électeurs parlent aussi de déni démocratique. Il y a un déni démocratique parce qu'effectivement, il faut aussi reconnaître que l'extrême droite espagnole n'a pas aussi la puissance de l'extrême droite française.
l'extrême droite espagnole, c'est une trentaine de députés. En France, vous parlez des 143 députés dans le groupe RN. Donc, il y a quand même une grosse différence. Donc, c'est pas du tout une exception française, mais effectivement, ça amène aux électeurs, aux Français, à se poser des questions sur le développement de la démocratie, sur le traitement de la démocratie, sur le fait d'aller ou pas aller voter, puisque de toute façon, rien ne va changer. Frédéric, ça a tout changé, ces alliances avec les républicains, la droite républicaine? Certainement, mais il n'y a quand même pas une majorité qui se dessine. Donc, je crois que le système français n'est pas habitué à la chimie parlementaire. On a perdu l'habitude depuis quelques décennies. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a des forces, il y a à peu près 3 forces qui s'équilibrent en nombre, mais qui n'arrivent pas à trouver d'accord. Donc l'équation est particulièrement difficile. Alberto, vous voyez comment aujourd'hui la position d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a tout perdu? Est-ce que c'est comme avant, mais en pire? Est-ce qu'il s'en sort plutôt bien ou est-ce qu'il a gagné son pari? Alors, en Italie, il y a un groupe de macronistes purs et durs qui sont beaucoup plus macronistes que les macronistes français. Ah oui? Et je pense plus macroniste que Macron lui. Et qui disent il a gagné sur toute la ligne, tout ça. Alors, c'est des intellectuels, c'est des politiques de centre-gauche qui disent ça. Il le voit comme un joueur d'échecs génial. Les génies d'Amiens qui domine la politique française avec une boule de cristal qui permet de regarder l'avenir. Non, moi je vois Emmanuel Macron affaibli, même profondément affaibli, qui aujourd'hui doit coller les morceaux de ce qu'il a cassé par cette décision très discutable de la dissolution. Et je vois, pour revenir à un sujet qu'on vient de traiter, c'est une difficulté sur la question des commissions, et je voudrais dire à ce sujet ce qui se passe en Italie, parce qu'en Italie, il y a une commission parlementaire hyper sensible, et c'est celle du contrôle des services secrets. Et la présidence de cette commission est toujours dans les mains du principal parti d'opposition, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, dans l'Assemblée nationale, la Chambre des députés et Sénat précédent, le Parlement précédent, le président de la commission de contrôle sur les services secrets était du parti de Mme Giorgia Meloni, aujourd'hui au pouvoir. Donc c'était toujours dans les mains du principal parti d'opposition. Il y a une règle démocratique en Italie, et qui est l'attribution de certains fauteuils institutionnels aux représentants du principal parti de l'opposition, quel qu'il soit. Et ça, je pense, aide le fonctionnement de la démocratie. Frédéric, vous voyez aussi Emmanuel Macron comme comme un président affaibli à l'international y compris? Ça semble être le cas, mais je crois que seul le temps le dira. C'est difficile, je crois, de dire à ce stade, il faut que les choses décantent et voir si cette fameuse dissolution a été un coup de poker qui n'a pas marché ou un coup de poker qui peut-être va fonctionner. Quand même 2 défaites pour le parti présidentiel aux élections européennes puis aux législatives, et finalement on entend beaucoup, on prend les mêmes et on recommence. Vous êtes d'accord, Juan Rosé, rien n'a changé ou tout a changé? Rien n'a changé. J'ai écouté pas plus tard qu'hier. On n'arrête pas d'entendre dire qu'on est dans une situation inédite en même temps. Oui, elle est tout à fait inédite, mais on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est la réalité. Quand vous voyez qui a été élu président de la Commission des Finances et qui est tombé sur l'ancien président de la Commission des Finances, même s'il est dans l'opposition aujourd'hui, quand vous voyez Madame la présidente de l'Assemblée continuer, quand vous voyez un gouvernement qui est prolongé jusqu'au moins la fin des Jeux Olympiques, vous vous dites effectivement, pour une vingtaine de millions d'électeurs, ils peuvent se poser la question, les électeurs du RN, les électeurs du nouveau Front Populaire, ils peuvent se poser la question, rien n'a changé. Pour ces 20 millions de personnes, absolument rien n'a changé. Donc après, c'est la logique. Est-ce que il y a quelque chose qui va changer? Je ne le pense pas sincèrement, parce que combien de fois, depuis le premier mandat de M. Macron et donc les 2 années de deuxième mandat, combien de fois il a dit j'ai compris, on va changer des choses, on va faire différemment. Et on n'a pas fait différemment. Et on ne peut pas faire différemment si on garde le même au même poste. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que potentiellement, ça pourrait être le début de la fin de la Ve République, pourquoi pas? Ben écoutez, il faut comprendre déjà en France que depuis un certain nombre d'années, il y a des partis politiques qui défendaient la Sixième République. Aujourd'hui, la
le plus fort parti politique à l'Assemblée nationale, dont le nouveau Front populaire défend dans son programme la 6e République. Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir se poser la question s'il ne faut pas changer de République, sachant que de la même façon que vous avez changé à la 4e, à la 5e, à un moment donné, peut-être que la 5e est arrivée au bout de ce qu'elle peut apporter. Mais là, c'est une réflexion très franco-française qu'il va falloir amener. On n'a plus de De Gaulle, en tout cas. On n'a plus de De Gaulle, c'est sûr. Allez, on va passer à notre deuxième thème. On n'a plus de De Gaulle, mais on a une Anne Hidalgo qui s'est baignée dans la Seine. Le plouf du 17 juillet de la maire de Paris a été couvert comme une affaire d'envergure internationale. Le journal de Montréal avec, regardez cette photo d'Anne Hidalgo, radieuse, la mairesse de Paris, saute à l'eau. Le reporter du Spiegel allemand, Léo Klim, raconte comment il a, lui, alors c'est vraiment un journaliste investi, il a plongé avec l'élu. En ce beau matin de juillet, Madame la maire se laisse glisser dans l'eau devant mes yeux et je plonge à sa suite, tête la première, malgré les consignes de la surveillante postée sur le ponton. Je ferme soigneusement les yeux et la bouche pour repousser les bactéries fécales. De fait, le journal des Morgen aux Pays-Bas se demande, l'eau, faudrait-il de plus pour vous convaincre, messieurs les journalistes étrangers, qu'Emmanuel Macron y aille aussi, peut-être comme il l'avait promis? Mais moi, à ce jour, j'avais 18 ans, à 66, quand le président Mao a fait son bain dans les eaux du Yangtze-Kiang, près de Wuhan, à Wuhan. Et toute la presse mondiale en a parlé, le président Mao. J'ai vu Anne Hidalgo, on verra prochainement le président de la République faire se baigner dans les eaux de la Seine. Et qu'est-ce que la communication peut faire, hein? Qu'est-ce que le besoin de communication? On vit vraiment dans la société du spectacle, de la société de communication. Je souhaite une bonne baignade au président de la République, Emmanuel Macron, et je me félicite avec Anne Hidalgo pour son exploit. Je crois franchement que la politique, c'est autre chose. Alberto Toscano, mi-mort de rire, catastrophé. L'eau est à 20 degrés, raconte encore le journaliste allemand. Le courant est fort, les rats sont absents et le sentiment de liberté foudroyant. Et puis il a confirmé sur X, le réseau social, 2 jours après, aucun symptôme, 48 heures après, à part une joie persistante, baignade dans la Seine. Je recommande chaudement. Ça donne envie, non? Vous n'avez pas envie de proposer ce type de reportage? Ah non, mais nous on l'a proposé, ce type de reportage. Forcément, ça intéresse beaucoup la presse espagnole, d'autant plus parce que c'est Madame Hidalgo et qu'elle a aussi la nationalité espagnole, elle est binationale. Faut-il le rappeler. Mais ça me fait penser effectivement à cette histoire des communications, puisque quelques jours après, 10 jours après, c'était la ministre des Sports qui est allée se baigner et ça n'a pas fait le foin que ça a fait dans la presse internationale. Mais c'est vrai que Madame Hidalgo est quand même un personnage international qui est connu, reconnu, parce qu'il a beaucoup fait à l'international, au niveau surtout de l'association des villes européennes, mais la réalité est qu'effectivement, aller se baigner dans la Seine, il faut de la confiance pour le faire, et c'est vrai que les Français n'ont pas confiance dans la Seine. Après, j'ai parlé avec des triathlètes qui avaient participé à des triathlons dans d'autres pays européens, et ils reconnaissent qu'ils se sont baignés dans des eaux beaucoup plus sales que celles de la Seine. Donc, pour un certain nombre d'athlètes, en fait, c'est un peu anecdotique tout ce qu'on est en train de faire autour de cette baignade dans la Seine de Madame Hidalgo. Anecdotique ou politique. Le Temps en Suisse écrit ainsi: Anne Hidalgo dans la Seine, aboutissement d'un serpent de mer politique. C'était surtout, Frédéric, prétexte à des règlements de compte, des petites manœuvres stratégiques pendant tout ce temps. Comment pensez-vous, par exemple, que Rachida Dati a vécu ce moment de bain extatique de sa grande rivale dans le fleuve mythique? Je ne suis pas dans sa tête, mais tout le monde va aller se baigner, je pense. Ça veut dire que c'était très politique. Oui, bien sûr. Beaucoup plus politique qu'hygiénique. Certainement, mais enfin, la réalité, c'est quand même, c'est fait pour les JO, et les normes, l'important, c'est pas que Madame Hidalgo ou un tel aille se baigner. Le côté, symbolique, et comme vous disiez là, à propos du président Mao, il y a quelques décennies, c'est que ça fonctionne pour les JO, que c'est un investissement colossal. On pourra enfin se baigner, les Parisiens pourront un jour se baigner dans la Seine, enfin, après les JO. Et donc, et qu'il y a surtout des prélèvements chimiques qui permettent de dire que la baignade est jouable s'il n'y a pas évidemment d'intempéries d'ici l'ouverture des Jeux Olympiques.
Et on mangera du poisson de la Seine. Ah oui, carrément, Alberto, sans moi. Le saumon de la Seine. Vous pensez, vous aussi, que c'était surtout des occasions politiques de dire que la maire de Paris, le gouvernement ne serait pas prêt, qu'il ne serait pas à la hauteur? Pas des occasions politiques, c'est des occasions pour ne pas parler de politique et pour faire du spectacle. Exactement. Aux États-Unis, la chaîne ABC News titre « La maire de Paris nage dans la Seine pour montrer la propreté de l'eau ». Nécessaire de rassurer, on entend beaucoup les hôteliers dire que les réservations sont bien en dessous de ce qu'ils attendaient. Pourquoi Paris fait peur ou la France fait peur? Pour l'instabilité politique, les punaises de lit, la saleté, quoi d'autre? Non, ça fait peur. J'en ai parlé avec Alberto tout à l'heure. La vie a changé. Les Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, qu'Alberto a connus, n'ont rien à voir avec la situation actuelle en 2024 et à Paris. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Paris, pour les Jeux Olympiques, les images des drones, les photos officielles, ça va être très beau à l'international, ça va être très beau. Mais la réalité est tout à fait différente. Cette semaine, je parlais avec des touristes espagnols qui m'ont montré leurs photos de la journée. Et vous ne voyez que des grillages, que des barrières, devant les monuments. Il y a même un syndrome qui touche aussi beaucoup les Japonais, qui est le syndrome de Paris, parce qu'il y a un tel décalage entre les images d'Épinal, les clichés de Paris, et puis ce qu'ils trouvent sur la réalité, que ça leur fait un espèce de choc. Et c'est complètement, c'est le cas pour les touristes, mais c'est le cas pour les Français. Je vous raconte une petite anecdote. Hier soir, j'ai mon fils qui a 17 ans, qui est sorti, qui connaît Paris depuis qu'il est né, et qui m'appelle pour me dire « Papa, j'arrive pas à traverser les ponts, je ne peux pas marcher ». Donc il n'y avait pas du tout intégré ce qui est une zone grise et qu'en fait, Paris est barricadé. Et donc, pour les Parisiens qui ne sont peut-être pas très proches des Jeux Olympiques et qui peuvent les embêter, Paris aujourd'hui, c'est un repoussoir, c'est une réalité. Et même pour nous qui travaillons à Paris, qui avons nos bureaux près d'endroits où il y a des épreuves, ça devient très, très compliqué. Donc je peux comprendre effectivement que ça devient un repoussoir. Cela dit, ça reste des Jeux Olympiques, mais dans une situation très compliquée qui est celle du terrorisme aujourd'hui, des questions de sécurité, et parce que la France a décidé de se compliquer la vie en faisant ça sur la scène au lieu dans un stade. Ça, c'est aussi cette réalité qui est là. Vous êtes dur hein, quand même, hein, Patrocé. Bon, bref. Ça va être très beau quand même. C'est très beau quand même. C'est très beau. Allez, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. Une dernière anecdote qui n'a rien à voir ni avec la Seine, ni avec Anne Hidalgo. C'est The Guardian qui consacre tout un article au JO côté sexe. 20 000 préservatifs féminins, 200 000 préservatifs masculins, 10 000 digues dentaires. C'est mon rédacteur en chef qui m'a appris pour l'occasion ce que c'était. Paris 2024 seront-ils les JO les plus sexy de tous les temps? Je vous pose la question. C'est à voir. Enfin, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés ici. Ça prouve que la France est sexy quand même. Pour faire l'expérience. La France mais est vous sexy. partez, vous. Moi, je pars. Non, mais c'est quand même intéressant parce que Paris est là une image internationale, la ville de l'amour, et donc oui, pourquoi pas. De toute façon, les Jeux Olympiques, ça change constamment. On comparait 92 à 2024, la façon de voir les Jeux est complètement différente, la façon de les organiser est complètement différente. Et je pense qu'aussi il y a ce charme de la ville de Paris à l'international qui fait que cet aspect-là est aussi un aspect des marchandises, entre guillemets, internationales. Je pense que il faut profiter des Jeux constamment, que ça soit dans la rue, que ça soit dans les stades. Donc, pourquoi pas? Sexy, tant mieux. De toute façon, Barcelone 92 était aussi sexy. Et les prochains en Italie, ça sera sexy aussi, hein. C'est sexy l'Italie. Allez, on passe à vos cartes blanches. José, Juan, vous parlez encore des JO puisque vous vouliez faire votre petit édito sur les policiers espagnols en renfort pour la sécurité à Paris. Oui, parce qu'on parle de plus de 40 000, pratiquement 50 000 policiers français qui ont été mobilisés entre police et gendarmerie. Et on parle très peu, effectivement, des pratiquement 2000 policiers internationaux qui ont été envoyés par différents pays. Et notamment l'Espagne qui envoie un peu moins de 400 policiers et gendarmes espagnols, des brigades dans la lutte contre les drones, des brigades cynophiles, des policiers spécialisés dans le contrôle des foules, dans la sécurité dans les transports
transport, des véhicules qui sont envoyés, des brigades même à cheval qui sont envoyées. Il y a une dizaine de chevaux espagnols qui sont arrivés en France pour prêter main forte. L'Espagne qui est le pays étranger qui envoie le plus de policiers justement pour accompagner les forces de l'ordre françaises. Je pense que vous allez les voir dans les rues de Paris, pas uniquement que les Espagnols bien entendu, mais vous allez voir c'est près de 400 policiers qui prêtent des mains fortes, que ce soit à la place de la République, dans les transports en public, à la Bastille ou dans les centres où il va y avoir des épreuves sportives. Et je pense qu'il faut même rendre hommage à tous ces policiers pas uniquement espagnols, qui sont là et qui sont venus donc prêter main forte aux forces de l'ordre. C'est joli cette solidarité européenne. Frédéric, ça se passe comme ça parce qu'on a aussi nous des pompiers qui vont en Espagne quand il y a des incendies. Ça se passe comme ça aussi sur le continent nord-américain. C'est compliqué, mais là on est en Europe. Par exemple. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs à propos des Espagnols, c'est que à la gare Montparnasse dernièrement, là, je suis tombé sur effectivement un policier espagnol qui parlait parfaitement français et voilà, qui assurait la sécurité avec les policiers français. Donc on voit l'Europe surtout. C'est ça qui est important. Et surtout, il y a un réseau antiterroriste d'information entre polices qui marche, j'espère, très bien, et qui de toute façon a bien marché pendant les dernières années. Depuis 2015, ce réseau d'information antiterroriste a bien marché. La leçon de 2015 a été apprise en Europe. Peut-être que votre fils pourra négocier avec l'un des 400 s'il tombe un policier espagnol, peut-être. Passer les barrières. Alberto, vouliez-vous parler des manifs anti-méga-bassines? Si, les manifs sont toujours légitimes, on verra ce qui se passe. Mais ce qui me fait peur est qu'il y ait comme une attitude en général de refuser tous les travaux publics qui peuvent par contre être utiles. J'entre pas dans les détails de la question des méga-bassines, que je ne connais pas exactement dans les détails pour son importance pour l'agriculture de ces régions. Par contre, je suis inquiet pour le tunnel du Mont Blanc, parce que depuis des décennies, on parle... Qui vous concerne aussi? Ça concerne l'Italie, ça concerne les relations ferroviaires et des transports en général à niveau européen, et je serais un peu triste si les protestations qui sont légitimes, je le répète, mais arrivaient d'une façon violente à paralyser cette œuvre publique dont on a besoin. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé ce week-end, les images à La Rochelle ou dans le Marais Poitevin. Qu'est-ce qui vous choque? La protestation, je répète, est parfaitement légitime. Ce qui me choque, évidemment, c'est le caractère violent de certains partis qui sont marginales, mais qui sont bien déterminés, qui participent à certaines manifestations. Là, d'ailleurs, il ne s'agit pas parfois de jeunes Français, il s'agit de jeunes arrivés d'autres parties de l'Europe avec la volonté évidente d'en découdre avec la police. Il y a eu pas mal d'oppositions en Italie sur le Lyon-Turin, par exemple. Il y a eu des oppositions, mais c'était pas équivalent? Les oppositions sont justes. Pourquoi on ne devrait pas avoir le droit de s'opposer? Le problème est quand l'opposition arrive à tout paralyser, et on vit dans des démocraties jusqu'à la preuve du contraire. Si les États, les gouvernements, les parlements prennent une décision, cette décision doit pouvoir être appliquée. Qui plus est, là, on parle d'une décision prise à niveau européen, et en particulier un traité entre deux gouvernements. Depuis des décennies, on parle de ce tunnel, de cette ligne à haute vitesse qui sera aussi utilisable pour le transport de marchandises. On a besoin de ça. Aujourd'hui, voilà. Juan José, il y a ce sujet des méga-bassines en Espagne avec le réchauffement climatique. Il y a les mêmes tensions entre les agriculteurs et les écologistes? Non, il n'y a pas les mêmes tensions parce que l'Espagne, en plus, est un pays qui est soumis à des sécheresses importantes dont les méga-bassines, quand elles existent, elles ont une grande utilité. Le problème aussi en France, au-delà du fait qu'on s'oppose ou pas, c'est aussi que c'était des manifestations qui avaient été interdites. Après, il faut se poser la question s'il est normal qu'on interdise des manifestations. Donc peut-être, effectivement, le fait d'interdire une manifestation, voire débarquer 3000 personnes, ça peut être compliqué. Mais bon, cela dit, c'est pas du tout le même cas du côté espagnol en ce qui concerne les méga-bassines.
Et puis Frédéric, vous vouliez parler de la NASA qui est devancée par le projet. Alors d'une certaine façon, oui, et ça c'est le paradoxe, c'est que quand on regarde en mai 61, le président Kennedy a décidé d'avoir des Américains avant la fin de la décennie, et en 69, effectivement, on a eu deux missions qui ont aluni. Il y a moins de 10 ans, les Américains se sont lancés pour reconquérir la Lune avec le programme Artemis, et arrivé au pôle Sud où on pense qu'il y a de l'eau, avant les Chinois. Or, on voit des difficultés majeures, d'abord au niveau du budget, on est déjà à plus de 93 milliards, c'est des sommes, même en spatial, c'est des sommes extraordinaires, jusqu'à 2025, donc on est dans des budgets, des programmes beaucoup plus coûteux que tous les autres programmes, et d'autre part, essayer sans arrêt le premier alunissage qui se fera avec la mission Artemis 3 et retardé. Maintenant on parle de 2026, mais 2026 toujours avec des fusées extraordinaires de Elon Musk, mais qui ne sont pas encore au point, la fameuse Starship. Et pour arriver sur la Lune, il faut des Starships, c'est la plus grande fusée de l'histoire, hein. Il en faut entre 15 et 18 pour pouvoir allunir. On voit mal les choses se résoudre d'ici la fin de la décennie. Juste un mot sur la France dans tout ça. Je crois savoir qu'elle participe aussi quand même avec le CNES, notamment pour les petits robots qui vont sur la Lune, pour les recherches scientifiques. Oui. On en est où à ce niveau-là? La France est toujours dans la course? Alors la France tout à fait dans la course, mais alors pas simplement. Alors il y a une coopération avec les Chinois, où il y a eu donc des instruments français de pointe. La France, elle est entre les deux. Non, mais elle coopère avec de nombreux pays, et par sa spécialité, par le niveau de ses scientifiques, mais aussi pour le programme Artemis, quand on voit la fameuse capsule qui ira autour de la Lune, la capsule Orion, son module de service, qui est tout le système électricité, air, eau et propulsion, c'est fait par l'Europe et en particulier par Airbus en France. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été avec moi pour cette dernière émission de la saison, en tout cas pour ce qui me concerne. J'espère vous retrouver à la rentrée, ainsi que vous, chers téléspectateurs. Vous avez été plus nombreux chaque week-end pendant toute la saison. Bonnes vacances. Merci Alberto. Bonnes vacances à vous aussi si vous partez. Allez, tout de suite c'est le JT du Monde, on se retrouve juste après.